Annexer, ça signifie quoi? Ils ne vont pas donner la citoyenneté aux gens. L'apartheid légalisé. Ça veut dire que l'apartheid est officiel, quoi. C'est ça que ça veut dire. Des personnes sans droit au sein de l'État israélien. Alors, la vérité, c'est que c'est déjà le cas. C'est ça qui se passe. Ça fait 50 ans que ce sont des gens qui n'ont pas de droit. Et qui n'ont aucune citoyenneté. S'ils veulent sortir du pays, il faut qu'ils passent par les autorités israéliennes pour recevoir l'autorisation de sortie. On se retrouve aujourd'hui sur la Tribune des Pirates avec Sylvain Sipel, ancien journaliste du Monde qui a vécu 12 ans en Israël et l'auteur d'un livre intitulé L'État d'Israël contre les Juifs aux éditions La Découverte. Sylvain Sipel, bonjour. Alors, tout d'abord, que pensez-vous du projet imminent d'annexion de 40% de la Cisjordanie par l'État d'israélien? D'abord, j'attends de voir si ça aura lieu parce qu'il y a pas mal de problèmes là qui émergent. J'y reviendrai à ça et au fait qu'il est possible que ce soit reporté, que ce soit minoré, enfin il y a toutes sortes de possibilités parce que ça se passe pas très bien en Israël, entre les partis de gouvernement, et ça se passe pas très bien dans la relation avec Trump et avec Washington. Donc c'est une possibilité. Mais partons du principe que le projet a été annoncé, c'est la volonté de Netanyahou de le faire, donc on va le prendre pour jusqu'ici pour ce qui est annoncé. C'est prévu pour début juillet. Enfin, lui a déjà dit que ça peut se faire à partir du 1er juillet. C'est un processus, il faudra qu'il y ait un vote au Parlement, etc. Mais lui, ce qu'il veut, c'est l'annoncer, mais pour ça, il a besoin d'un accord gouvernemental. Et pour le moment, visiblement, il n'arrive pas à l'obtenir, c'est-à-dire qu'il y a une bisbille avec le parti centriste qui, je vous rassure tout de suite, ne porte pas sur le principe de l'annexion, parce que même l'opposition de centre-droit est d'accord sur le principe d'une annexion, mais sur les modalités de cette annexion. Et surtout, ce que veulent éviter les centristes, c'est qu'il y ait une annexion et que les populations palestiniennes qui se retrouvent annexées n'aient aucun droit. Alors c'est déjà leur cas actuellement. Le problème, c'est que si ça devient officiellement Israël, alors pour la première fois, il y a une population qui deviendra israélienne, puisqu'elle sera annexée, et qui n'aura pas de droit. Ça représente combien de Palestiniens? Mais ça va dépendre de la taille et des localisations de ces annexions. Ça peut être 300 000, c'est ça? Ça peut aller à 300 000. Si vous voulez, si c'est la totalité de ce qu'on appelle la zone A, c'est une zone qui est la moins peuplée en population palestinienne. C'est une zone où il y a d'ores et déjà plus de colons, parce que beaucoup de Palestiniens ont été expulsés de cette zone. Et ils ont été regroupés autour des grandes villes. Sur les 20 dernières années, je vous prends une ville comme Yatta, par exemple, qui est une bourgade palestinienne pas très loin de Ramallah. Il y a 30 ans, il y avait 8000 personnes qui habitaient là. Aujourd'hui, il y en a 70 000. Parce que toutes les populations paysannes ont été petit à petit, d'abord on leur a pris leurs terres, et les accès à l'eau, etc. C'est une politique absolument déterminée de petit à petit regrouper les populations palestiniennes autour des villes. Les villes étant ce qu'on appelle qui sont sous souveraineté formelle palestinienne. Et donc voilà. Donc on peut difficilement prévoir, en tout cas, parce que dans la vallée du Jourdain, il y a très peu de population, c'est désertique. Il y a des colons, il y a peu de colons aussi, hein, je crois qu'il y a 8 à 9 000 colons, c'est pas beaucoup. Et il y a, ça dépend si on inclut la ville de Jéricho ou pas, etc. Mais disons globalement, il y a 40 000 à 50 000 personnes, pas plus, qui habitent dans toute cette zone. La totalité de la vallée, ça dépend aussi de la taille de la vallée. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, l'estimation à partir du plan Trump, l'estimation de la zone qui pourrait être annexée va à peu près de 30 à 36-37%. Voilà, c'est à peu près la taille. En population, ce sont les régions où il y a le plus de colonies et où il y a le moins de population palestinienne. Précisément parce que la plupart ont déjà été expulsés. Mais il n'empêche qu'il y a une population palestinienne. Donc c'est ça qui suscite le débat à l'intérieur. Il y a à peu près 400 000 colons, c'est ça? Dans cette zone-là, on considère qu'il y a 380 000 colons. Il y a des colons dans d'autres zones.
En plus, ça dépend comment on calcule les colons, parce qu'il y a ce qu'on appelle les jeunes des collines, souvent ne sont pas comptabilisés par les Israéliens, puisqu'ils ne les reconnaissent pas, comme si les autres étaient légaux, si vous voulez, et que ceux-là ne le sont pas. Donc vous avez plusieurs milliers de jeunes des collines qui ne sont pas calculés dans les chiffres officiels israéliens. C'est quoi la différence avec les autres colons? Ben, il y a une différence très simple. Alors, là, on rentre dans... C'est une autre question. C'est comment on colonise le territoire palestinien. Il y a plein de méthodes. La méthode la plus usuelle, c'est que d'abord on déclare que c'est un terrain militaire, pour des raisons sécuritaires. On prend un terrain, on dit l'armée en a besoin, et hop, on impose que donc les gens perdent leur terre, ils sont évacués souvent, ou bien ils restent dans un village, mais ils n'ont plus leur terre, ils n'ont plus accès, donc on leur prend leur terre, et puis, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, ça change de statut, ça devient non plus une zone d'entraînement militaire, ou une zone de sécurité, ou tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on veut raconter, mais des colons s'y installent, tout à fait, entre guillemets, légalement, c'est-à-dire avec le gouvernement israélien qui leur amène la route, le téléphone, l'électricité, etc. etc. Ils les protègent avec des militaires. Et qui les protègent avec des militaires, etc. Ça, ce sont, et c'est 90% ou 95%, enfin, c'est la plupart, alors, ça c'est la première catégorie de colons. C'est une organisation gouvernementale, ça dure quasiment depuis la conquête de 67. Ça a beaucoup augmenté à partir de l'arrivée de la droite, mais ça a été autant fait par la gauche israélienne que par la droite. Toute la politique de colonisation a perduré avec des accélérations à certains moments, mais quel que soit le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, et maintenant depuis bientôt 40 ans, c'est quasi systématiquement à droite. Bon, donc il y a une autre catégorie qu'on appelle les jeunes des colons, qui sont des jeunes généralement très religieux, pas toujours, mais en général très religieux, et qui viennent s'installer quelque part, d'autorité, sans aucune autorisation gouvernementale, et qui s'installent, qui prennent d'autorité les terres, qui repoussent les populations palestiniennes, qui leur interdisent l'accès sur leurs propres terres, qui s'installent et qui se présentent comme les nouveaux pionniers, etc. Alors, on les appelle illégaux. Pourquoi illégaux? Parce qu'ils le font sans autorité gouvernementale. Sauf qu'en général, dès qu'ils sont installés, l'armée les protège, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont comme tous les autres. On leur amène l'eau, l'électricité, le gaz, tout ce qu'il faut pour s'installer. Mais formellement, ils ne sont pas légaux. À quoi ça sert? Ça sert au gouvernement israélien à négocier avec les Américains et d'autres quand il y a des pressions sur eux. Quand il y a des pressions sur eux, ils disent d'accord, on va démanteler des colonies illégales. C'est ce qui permet de faire passer cette idée complètement extravagante que les autres colonies sont légales. Les colonies, de par tous les votes de l'ONU, sont en totalité illégales. Mais c'est une manière d'instaurer l'idée, d'installer dans l'opinion cette idée qu'il y aurait des colonies légales et des colonies illégales. Et d'ailleurs, de temps à autre, le gouvernement décide de démanteler ici ou là une colonie illégale pour montrer sa bonne volonté. Je voudrais en revenir à votre question sur les annexions. Sur le fond, ce que je pense, c'est que Netanyahou est extrêmement intéressé, enfin, il a été extrêmement intéressé par une annexion qui aurait lieu avant l'élection américaine. Et c'est pour ça qu'il veut le faire en juillet. L'élection a lieu en début novembre, comme vous savez. Trump peut être battu. Donc il veut arriver face à un nouveau gouvernement américain dans une position où il a déjà eu un accord américain de l'administration précédente qui l'a autorisé à le faire. Et il le présentera comme un accord international. Il a le soutien américain, etc. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il hésite plus. En tout cas, moi, je lis tous les jours les journaux israéliens. Il me semble qu'il hésite beaucoup plus aujourd'hui. Pour quelle raison? Il hésite parce qu'il se rend compte que plus il cherche à annexer, et plus ça suscite de réactions, pas seulement, par exemple, dans le judaïsme américain, dans le judaïsme anglais,
où il y a très clairement s'expriment des voix de manière importante qui dénoncent, y compris même de la part de beaucoup de sionistes, mais qui sont des sionistes de gauche et qui disent arrêtons, c'est de la folie, on ne peut pas annexer. Que vont devenir les... Annexer, ça signifie quoi? Ils ne vont pas donner la citoyenneté aux gens. L'apartheid légalisé. Ça veut dire que l'apartheid est officiel, quoi. C'est ça que ça veut dire. Des personnes sans droit au sein de l'État israélien. Alors, la vérité, c'est que c'est déjà le cas. C'est ça qui se passe. Ça fait 50 ans que ce sont des gens qui n'ont pas de droit, et qui n'ont aucune citoyenneté. S'ils veulent sortir du pays, il faut qu'ils passent par les autorités israéliennes pour recevoir l'autorisation de sortie. Mais l'État ne pourra plus se prétendre démocratique, libre, mais etc. C'est déjà difficile. Honnêtement, si vous me demandez est-ce que c'est un État démocratique... Non, mais je parle la propagande. Hein. Oui, voilà. Donc, mais là, si vous voulez, ça sera l'Afrique du Sud. Ça sera l'Afrique du Sud, ça sera un bout d'Afrique. Ils pourront dire que c'est pas vrai, mais ce sera la réalité. Et surtout, ça sera la réalité aux yeux de l'opinion. C'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande partie de la communauté juive américaine et une partie... Il vient d'avoir une pétition qui a été faite par 150 notabilités de l'intelligentsia juive britannique qui dit « Si vous le faites, nous, on ne peut plus vous soutenir ». Or, ce sont des gens, la plupart d'entre eux, qui sont des soutiens fervents d'Israël. Mais ils disent « Non, là c'est pas possible ». Et ils le disent pourquoi? Et ils disent parce que ça veut dire que c'est l'apartheid officiel. Voilà, donc là actuellement, ce que montre Netanyahou, c'est qu'il est très hésitant. Trump, il leur a fait passer un message, mettez-vous d'accord. Et moi j'accepterai, si vous avez un accord entre vous, je vous le signerai. D'accord, entre qui et qui? Entre Netanyahou et l'opposition, mais ils ont fait un gouvernement d'union nationale ensemble. Donc l'opposition dite de centre droit, l'opposition, il faut bien comprendre, en Israël, ce n'est pas une opposition qui est hostile aux annexions. C'est une opposition qui est d'accord avec le principe des annexions, que ce soit la vallée du Jourdain. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est se retrouver en position où ils seront accusés d'apartheid de manière officielle, parce que dans la réalité, ce sera une situation d'apartheid. Donc, en ce moment, brusquement, Netanyahou a commencé à parler, il dit c'est des extensions de souveraineté, c'est pas exactement une annexion, enfin bon, peu importe. Il montre qu'il est assez ambivalent. Mais jusqu'ici, c'est ça qu'il voulait. Il voulait une annexion avant l'élection américaine, pour négocier en position de force avec quel que soit... Si Trump est réélu, c'est tout bénéfice, et s'il est battu, il sera dans une meilleure position pour négocier. Vous pensez que l'affaire George Floyd et le coronavirus peuvent avoir une influence sur cette question-là? Pas une influence directe, c'est-à-dire l'affaire Floyd et le coronavirus, non pas. En revanche, l'affaire Floyd et le coronavirus ont une influence énorme sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que là, visiblement, il semble que dans l'opinion publique, le soutien de Trump est en train de s'effondrer. Ça remobilise la population noire, cette affaire. La population noire qui n'avait pas beaucoup voté pour Clinton, qui avait beaucoup moins voté pour Clinton que pour Obama, la dernière fois. Hillary. Pour Hillary, oui. Ah pardon, pour Hillary Clinton, je veux dire, excusez-moi. Et donc, cette fois-ci, visiblement, il y a une remobilisation. Je pense que cette fois-ci, il ne se passera pas ce qui s'est passé à 4 ans, c'est-à-dire les jeunes, les moins de 35 ans aux États-Unis, n'ont pas voté Hillary Clinton. Y compris les femmes n'ont pas voté Hillary Clinton. Bon, je pense aujourd'hui, d'abord Sanders a compris que c'était quand même une erreur, et je pense que la mobilisation anti-Trump est telle que ça sera beaucoup plus difficile pour ce qu'ils veulent maintenant, ce que les jeunes veulent, c'est d'en finir avec Trump. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment qu'il y aura un impact. Et le coronavirus y participe aussi. Parce que le coronavirus a décrédibilisé le statut de Trump énormément. Alors, pas aux yeux de ses propres partisans. Les partisans de Trump, ils sont comme les partisans de Netanyahou. Netanyahou, ça peut être le plus grand escroc du monde. Eux, ils pensent que c'est le meilleur, c'est leur homme et ils le soutiendront quelles que soient les circonstances. Et il a le même type de base, Trump. En revanche, chez beaucoup de gens qui ne sont pas ni des grands révolutionnaires, ni des grands qui sont ni démocrates ni républicains, qui sont des gens du centre, etc., et des gens qui ne sont pas très politiques, par exemple, brusquement, le statut de Trump s'est quand même beaucoup effondré à leur suite, parce que la manière dont il a géré l'affaire du coronavirus a été tellement calamiteuse
que bon, c'est vrai que là, ils disent, ce mec, il fait n'importe quoi. Oui, juste pour revenir à ce que vous avez dit sur le mouvement américain, enfin juif et donc pro-sioniste. Qu'en est-il du mouvement français en fait, juif et sioniste par rapport à cette question-là, notamment, enfin, il a l'air vraiment de s'aligner sur la politique israélienne. Alors, il y a une grande différence entre les États-Unis et la France. En France, alors je vais commencer par les États-Unis parce qu'on comprendra mieux. Aux États-Unis, il y a deux grandes organisations. Il y a une organisation qui s'appelle The Conference of Presidents, la conférence des présidents, et qui regroupe toutes les associations juives, quelles qu'elles soient, des organisations qui sont les organisations sanitaires, les organisations d'entraide, des organisations de regroupement, des organisations religieuses, tout ça. Voilà. C'est le corps constitué des organisations qui se présentent comme des organisations juives. Et il y a les organisations protestantes, musulmanes, ceci, à ce que je sais, hindouistes, machin. Bon. Et puis il y a AIPAC. AIPAC, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un lobby. Un lobby, en France, le terme a une connotation péjorative. Quand on dit un lobby, c'est négatif. Aux États-Unis, pas du tout. En anglais, le terme n'a pas du tout cette signification. C'est un groupe d'intérêt. C'est un regroupe. Donc, on s'inscrit au Congrès américain. Si on n'est pas inscrit, on n'est pas reconnu comme lobby. Il faut être inscrit au lobby américain. Ça prend du temps, il faut payer, etc. Bon. Et on dit quelle est son activité. Donc, il y a ce lobby, il y a un lobby qu'on appelle par erreur le lobby juif. C'est pas vrai, ça n'est pas un lobby juif. C'est un lobby pro-israélien. Et d'ailleurs, il s'appelle lui-même le lobby pro-israélien. Il y a un lobby pro-chinois, il y a un lobby pro-mexicain, il y a un lobby pro-israélien aux États-Unis. Ce lobby n'a qu'une seule préoccupation. Il ne faut pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre Israël et les États-Unis. C'est son principal objectif. Il faut qu'Israël soit dans une relation de constante unité politique avec le gouvernement israélien. Alors, par moment, ça ne va pas. C'est-à-dire que quand il y a eu Obama qui a essayé de faire pression sur eux, mollement, à vrai dire, mais il a essayé, ils se sont raidis, et à ce moment-là, AIPAC a louvoyé pour ne pas perdre sa présence auprès du gouvernement américain et des élites politiques américaines, c'est-à-dire au Congrès, et le fait qu'il défendait le point de vue de Netanyahou. Mais c'était son rôle de faire en sorte de rapprocher les points de vue. Bon. En France, ça n'existe pas. En France, il y a un seul corps. Et ce corps s'appelle le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et en fait, il s'appelle représentatif, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que d'abord, il ne regroupe que des organisations. On estime qu'il regroupe à peu près... Alors, il y a des gens qui disent qu'il regroupe 25% ou 20% des juifs de France. Parce qu'on ne compte que les gens qui sont organisés dans une organisation juive. Mais moi, je pense que c'est plus que ça. À mon avis, c'est un peu moins de la moitié. Alors, c'est du doigt mouillé. Ce n'est pas une statistique vérifiée. Mais je dirais entre 40 et 50%. Disons 45%. Parce qu'on ne peut pas comptabiliser seulement ceux qui sont actifs quelque part dans une association. Il faut aussi comptabiliser ceux qui s'identifient à la politique du CRIF, ceux qui sont d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça dépasse les seuls membres des organisations. Donc en gros, ils sont une moitié. Donc ils ne sont pas représentatifs des Juifs de France, mais pas plus que le Conseil musulman n'est représentatif de la totalité des musulmans de France. Ils représentent une moitié. Alors, la grande différence avec les Américains, c'est que aux États-Unis, dans ce qui est la communauté, ben, toutes les voix s'expriment. Toutes les voix s'entendent. Ce n'est pas un lobby. Toutes les voix sont légitimes. Et il y a d'énormes débats dans la communauté juive américaine. En France, il y a zéro débat. Vous allez sur Internet, vous allez sur le site du CRIF, vous cherchez à voir un truc sur qu'est-ce qui se passe sur le débat. Il y a eu un truc il n'y a pas longtemps, même Bernard-Henri Lévy a signé, et d'autres gens comme ça qui ont dit quand même c'est pas bien les annexions. Bon, et nous on n'est pas d'accord avec ça. Bon.
qui sont des sionistes de gauche en général, etc. Bon. Vous croyez que sur le CRIF, il y a eu un débat sur la question? Pas du tout. Ils sont les deux à la fois. Donc quand on est les deux à la fois, en vérité, on est soit l'un, soit l'autre. Ben, ils ne s'occupent pas des questions communautaires. Ils n'ont qu'une seule préoccupation. Israël, 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 Israël. C'est-à-dire, ils sont comme le lobby pro-israélien aux États-Unis. Et ils ne s'occupent pas. Ils ont d'autres associations, qui d'ailleurs sont souvent membres du CRIF, qui, elles, s'occupent. Il y a des associations d'entraide, d'aide sociale, il y a évidemment religieuses, il y a un consistoire. Tous sont membres du CRIF, et donc ils s'occupent de ça. Mais le CRIF s'en occupe pas du tout, quasiment pas, on ne peut pas dire pas du tout, mais son boulot à 98%, c'est... D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que par moment, je vais prendre un exemple, c'est la question iranienne. Ils en parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils font... Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est une sorte de phobie israélienne, c'est-à-dire c'est l'ennemi qui menace l'existence d'Israël. Bon. Or, comme il faut sans arrêt soumettre les Juifs à la menace de leur disparition, on utilise sans arrêt l'argument iranien. Ça ne veut pas dire que les Iraniens sont des gens forcément sympathiques, mais bon, il y a vraiment une exploitation politique de l'affaire iranienne. Mais en France, l'affaire iranienne, bon, c'est une affaire politique, on le sait. Enfin, la position officielle du gouvernement français, c'est que c'est très bien, l'accord qui avait été signé par Obama et tous les Européens avec l'Iran était très bien, alors que la position du CRIF, et comme la position israélienne, s'est réjouie du fait que Trump a retiré la signature américaine de cet accord avec l'Iran. Et donc, ils en parlent en permanence. Mais c'est un sujet qui intéresse très peu les Français. Très peu. Il y a pas ça intéresse les Français à la radio, il y a des débats quand le sujet devient d'actualité, mais il n'y a pas d'obsession de la question iranienne en France. Au CRIF, oui. Au CRIF, oui. C'est un lobby. Voilà. Est-ce que ça a un impact sur la politique française, la politique étrangère française? Ça, c'est très difficile à mesurer. C'est un des sujets sur lesquels moi, j'aimerais bien pouvoir travailler, mais j'avoue que c'est pas simple. Alors, si on remonte à l'histoire, il y a eu d'importantes bisbilles entre les Israéliens, en particulier sous De Gaulle et Pompidou. Bon, il y a eu des tensions fortes. De Gaulle, en 1967, avait dit « Le premier qui tire, je lui donnerai tort ». Donc, d'abord, il était convaincu que les Israéliens gagneraient très facilement cette guerre. Et deuxièmement, vous voyez ce que c'est la guerre de 67. Hein, le juin 67, c'est là que commence l'occupation, etc. Bon. Donc, De Gaulle avait dit, il rencontre Ben Gurion pas longtemps avant. Bon, il dit très clairement, le premier qui attaque, il aura tort. Voilà. Donc, c'est Israël qui a attaqué, même si François, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, François avait titré l'Égypte attaque Israël, mais c'était ça, puisque c'était l'idée, c'était qu'Israël était menacé d'être attaqué et anéanti. Alors ensuite, on a expliqué que c'était Israël a attaqué de manière préventive. Et donc, depuis, après, il y a eu une phase difficile. Il y a même eu pas mal de problèmes avec Giscard, et surtout, les problèmes sont revenus avec Mitterrand, parce que Mitterrand, assez rapidement, a mené une politique qui visait à faire admettre aux Israéliens qu'il fallait négocier avec Arafat. Et qu'ils ne s'en sortiraient pas tant qu'ils ne reconnaîtraient pas l'OLP. Ceux qui ont changé sur le fond, ça a été les Israéliens, initialement. C'est-à-dire, avant, la vérité c'est que les premiers à changer ont été les Palestiniens. C'est-à-dire qu'au Caire, en 88, les Palestiniens clairement disent « Nous reconnaissons Israël dans les frontières de 68. De 67, pardon. Mais ensuite, ce sont les Israéliens, du jour au lendemain. Un jour, les Israéliens débarquent et disent, Rabin, pour ne pas le nommer, et dit, voilà, on a signé un accord avec l'OLP, ils nous reconnaissent et on reconnaît la représentativité, ils représentent le peuple palestinien. Donc ça suscite le tollé dans la droite israélienne, mais par rapport aux positions anciennes, c'est un revirement à 180 degrés, puisque jusque-là, ils expliquaient que Arafat, c'était la réincarnation d'Hitler. Et du jour au lendemain, on dit aux gens, ah ben non, c'est pas ça, il n'est pas Hitler, au contraire, on va négocier une paix avec lui. Bon. Ensuite,
les positions françaises, elles sont restées fixées et immobiles depuis l'échec de ce qu'on a appelé le processus d'Oslo. Donc c'est la mantra qui consiste à dire qu'il faut deux États qui vivent en paix, en sécurité, côte à côte, etc. Bon. La réalité, c'est qu'à partir de la deuxième intifada, qui aura bientôt 20 ans, c'est-à-dire à partir de l'échec de la négociation de juillet 2000 à Camp David, depuis, il n'y a plus eu de négociation. Et la France, comme tous les pays du monde, continue de dire la mantra officielle, ce qu'il faut, c'est revenir aux négociations et faire deux États. Mais la réalité, c'est que la situation n'est pas restée immobile depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y a eu 200 000 colons de plus qui se sont installés, ou 250 000, et qui ont été installés par les divers gouvernements israéliens. On parle toujours des colons, mais il n'y a pas que les colons. Les Israéliens prennent les ressources d'eau, ils prennent l'accès au Jourdain, enfin, ils prennent... Voilà. Donc, ils bâtissent ici, ils bâtissent là, ils prennent des terres essentiellement, puisque c'est leur obsession de prendre les terres. Et on continue de tenir le même langage. Et justement, quelles sont les limites territoriales du sionisme? Oh, comment dire? Moi, j'ai rencontré un général très religieux de l'extrême droite religieuse coloniale. Il m'avait sorti un truc. Je vais vous dire la vérité, je pense qu'il l'a sorti parce qu'il était complètement idiot, il n'avait aucune culture. Mais il m'avait dit la Palestine mandataire britannique, donc la Palestine d'avant 47, 48. Mais le territoire qui regroupe aujourd'hui Israël et ce qu'on appelle Palestine, c'est l'espace vital du peuple juif. Pourquoi je dis qu'il était ignare? Parce que je pense qu'il ne savait pas que l'idéologie de l'espace vital, c'était l'idéologie officielle d'Hitler. Hein, Lebensraum. Je pense que s'il avait su ça, il n'aurait pas utilisé le terme. Voilà. Mais comme il est totalement ignare, il a dit ça. En hébreu, il a dit l'espace vital du peuple juif. Alors, aujourd'hui, formellement, la position de ces gens-là, c'est qu'il faut expulser la population palestinienne qui vit sur le territoire d'Israël. Et pour eux, le territoire d'Israël, il est le plus grand possible. Et donc, il inclut la Cisjordanie. Il y a des débats sur Gaza. Il y a des gens qui disent non, il faut rendre Gaza aux Égyptiens, c'est une pétaudière, on s'en sortira jamais avec Gaza, c'est un territoire minuscule avec plus de 2 millions de personnes maintenant, c'est une densité de population absolument... Déjà, la Cisjordanie c'est très dense, mais alors Gaza, et en plus, il n'y a pas où les virer, quoi. On va pas ou alors il faut les virer dans le désert, mais ça fait un conflit avec les Égyptiens. Bref, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut le donner aux Égyptiens et qu'ils s'en occupent. Il faut s'en débarrasser, mais bon. Il y a des gens qui disent qu'il faut conquérir, il faut garder Gaza, il faut conquérir. Enfin, bon, si vous lisez mon bouquin, je raconte les diverses positions sur cette question-là. Mais la position générale, c'est de dire il faut le maximum de territoire, c'est la Palestine mandataire, et un peu plus si possible. Par exemple, le Golan n'est pas dans la Palestine mandataire. Bon, ben, on l'a, on va le garder. Bon. Après, la vérité, c'est que si on s'en tient à la doctrine officielle de la droite sioniste historique, la gauche sioniste n'a jamais défini ses frontières. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Ils n'ont jamais dit quelle est la totalité du territoire qu'ils revendiquent. Parce que de manière pragmatique, ils disaient, mais on ne va pas s'emmerder, on avance au fur et à mesure, et plus on en prend, et mieux on se porte. Une partie de la droite l'a fait. Et alors, à l'époque, mais là, je vous parle de à peu près avant 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale, la politique officielle, la doctrine officielle de la droite coloniale sioniste, c'était les deux rives du Jourdain. Donc ce n'était pas seulement disons, la Palestine telle qu'elle a existé à l'époque mandataire britannique, c'était même l'autre rive du Jourdain. Donc il s'agissait de conquérir une partie de la Jordanie actuelle. Honnêtement, aujourd'hui en Israël, personne ne parle de ça officiellement. Voilà. Officiellement, c'est, je dirais, le territoire de la Palestine mandataire plus le Golan.
Dans votre ouvrage, vous avez un chapitre intitulé L'enseignement du mépris, dans lequel vous évoquez les arrestations bidons. De quoi s'agit-il et quel en est l'objectif? L'enseignement du mépris, c'est comment à la fois le système scolaire, mais surtout l'armée, participe à prendre des jeunes et à les transformer en des gens qui deviennent profondément racistes par rapport à leur environnement arabe. Et ça, c'est un processus qui commence à l'école, mais que l'armée renforce très puissamment. Bon, j'ai pris le titre de l'enseignement du mépris parce que c'était le titre d'un célèbre auteur qui avait évoqué ça à propos de l'antisémitisme historique français. Il avait parlé de l'enseignement du mépris. C'est-à-dire comment, à la fois, comment des institutions, à commencer par l'Église à l'époque, transmettaient aux jeunes des notions qui étaient des notions qui les amenaient à déshumaniser les Juifs. Donc à les considérer comme des non-humains ou des sous-humains. Et donc, dès lors, à pouvoir se comporter à leur égard différemment de la manière dont on se comporte par rapport à d'autres hommes. Et donc, j'ai pris ce titre parce que c'est ça qui se passe chez énormément de jeunes juifs israéliens. L'armée, c'est surtout l'armée. L'armée les transforme. Vous savez, il y a une journaliste israélienne qui a dit publiquement à la télévision notre armée transforme notre jeunesse en des monstres. Alors, Netanyahou a couru pour dire, parce qu'il y avait un assassinat, mais des assassinats de jeunes Palestiniens, il y en a, enfin, je n'ai pas compté, mais il y en a 2 par semaine, enfin 3 par semaine. Ça n'arrête pas, on n'en parle jamais. C'est devenu une telle routine. Il n'y a pas d'intifada, c'est arrêté en 2006. Si vous voulez, formellement, il n'y a pas de conflit. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'attaque. Il y a eu une période, il y a 3-4 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait des jeunes qui n'en pouvaient plus, qui attaquaient des soldats ou des colons avec des couteaux, même pas des couteaux, des fois c'était des cutters, des tournevis. Et 95% étaient abattus avant même d'avoir pu causer le moindre dégât et le moindre... Donc, mais on est dans une situation où formellement, il n'y a pas d'attentat, il y a fait des années qu'il n'y a plus d'attentats, etc. Et pourtant, tous les jours, un tous les 2 jours, moi j'ai un tous les 2 jours, un tous les 3 jours, ça dépend des périodes. Et là, vous lisez, il suffit de lire un journal israélien, il y a Haaretz, vous le lisez, c'est marqué tous les jours. Et donc, ça se passe dans l'indifférence. Comment on amène des jeunes? Alors, je veux juste préciser, ça se passe dans l'indifférence pour une très grande majorité de jeunes, mais il y en a qui basculent complètement de l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une association israélienne très puissante qui s'appelle Breaking the Silence, briser le silence, qui sont c'est une association qui regroupe des militaires, des anciens militaires, et dont la seule activité consiste à publier des témoignages, donc des témoignages de première main, des gens qui ont commis des crimes, ou qui les ont vus se commettre. Ils racontent ce que l'armée les a obligés à faire, et ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont vu se commettre. Donc, on ne peut pas dire, mais que personne ne réagit. Il y a une petite minorité. C'est une minorité importante. Je veux dire, si on prend la comparaison avec la guerre d'Algérie, par exemple, il y a quand même beaucoup plus de jeunes Israéliens qui refusent de faire le service, d'aller au service militaire. Ils disent, moi je ne vais pas dans les territoires occupés. Donc ils vont en prison. Il y en a qui restent longtemps. Soit des gens qui témoignent sur ce qui se passe vraiment dans les territoires occupés. Il y a quand même si on se souvient par exemple de l'époque de la torture en Algérie ou de ce qui se passait dans les Mechta, etc., il y a beaucoup plus d'Israéliens que de jeunes Français qui se révoltent et qui dénoncent ce qui se passe. Mais, dans la réalité, ça reste quand même un petit groupe. Qu'advient-il aux autres? Les autres se déshumanisent eux-mêmes. C'est-à-dire, à force de déshumaniser l'adversaire, quand vous avez un jeune
il a un couteau dans la main, vous le flinguez à 40 mètres. Bon. Le type, il est dans son sang. Il gît dans son sang. Il est en train de partir. Voilà. Il a été abattu de plusieurs balles. Vous vous approchez de lui, vous prenez votre flingue et vous lui tirez une balle dans la tête. Pour faire ça, c'est un gosse de 19 ans qui a fait ça. À mon avis, c'est pas un monstre. Il a fait ça parce qu'il pensait que c'est ça qu'on attend de lui. Il pensait que c'est ça qu'il faut faire. Parce que ce qu'il a en face de lui, c'est un autre gosse de 16 ans qui s'est précipité avec un tournevis à la main et il est légitime de l'abattre. Parce que l'autre est un monstre. Il l'a fait comme il aurait abattu un chien. C'est ça, l'enseignement du mépris. C'est le fait que des milliers et des dizaines de milliers de jeunes Israéliens sont passés par l'expérience. Il y a beaucoup de l'occupation. Il y a beaucoup de militaires qui s'inquiètent sur l'armée israélienne. Des généraux, ils s'inquiètent pourquoi? Parce qu'ils disent que nos soldats ne savent plus se battre. On a une armée de l'air qui est très forte, qui sait lâcher des bombes, etc. Les autres, ils passent leur service, enfin une grande partie des autres passent leur service dans des tâches de basse police. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas des soldats, ils ne font pas la guerre. Ils ne s'entraînent pas à faire la guerre. Ils passent des heures à des checkpoints, à faire chier les gens. C'est ça qu'ils font. C'est ça être soldat? Non, être soldat, c'est apprendre comment on mène la guerre et puis la mener si besoin est. Mais là, ils font des fonctions de... Là, ils quadrillent une population civile. Ce n'est pas des soldats. Ils ne font pas une activité de soldat. Et petit à petit, ils ne savent plus faire la guerre, parce que ce n'est pas leur activité, et ils s'habituent à traiter. Alors, si vous avez vu mon bouquin, je raconte beaucoup d'histoires comme ça. Ce qui m'a marqué, c'était les arrestations bidons, en fait. Les arrestations bidons, c'est comment on entraîne les soldats. Donc, on prend un groupe. Ils n'ont aucune expérience. C'est la première fois. On rentre dans une famille. D'abord, on vérifie que la famille n'est pas soupçonnée. Il n'y a personne dans la famille n'est soupçonné. Donc, on prend une famille dont on sait qu'elle n'a rien fait. Palestiniens. Je dis palestiniens. Et on, c'est les officiers israéliens. Et donc, il s'agit d'habituer les soldats à ce qu'on va leur faire plus tard. Donc, on arrive à 3 h du matin. Bang, 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 on tape à la porte. Ça prend du temps, etc. S'ils ne viennent pas assez vite, on casse la porte. On rentre. On fout le bordel. On cherche, on jette les vêtements, etc., etc. On reste 20 minutes ou une demi-heure. On regroupe toute la famille dans une seule pièce. On cherche, on fout tout par terre, on fait semblant de chercher quelque chose, etc. Donc les gens sont dans la panique. Les gens sont Après, soit on part avec quelqu'un, on va le ramener 3 heures après. On ne lui a rien demandé. Soit on dit rien, on s'en va. Soit on part en prenant des choses, on ne dit pas pourquoi on les prend. Ça entraîne, c'est fait pour faire peur. C'est fait pour mettre les gens en situation où ils vivent dans une forme de terreur. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et la logique de ce qui leur arrive. Mais ce n'est pas seulement fait pour les Palestiniens, c'est fait aussi pour les jeunes Israéliens, pour les habituer. Et comme dit un des soldats, il dit, la première fois, quand ça se passe et que tu as envie de pisser, ben, tu sors dehors pour aller pisser. Mais la 10e fois, tu chies sur le tapis. Tu es habitué. Voilà. Tu t'es habitué à traiter ces gens comme des sous-hommes. C'est-à-dire qu'on peut les traiter différemment de la manière dont on te traiterait toi. Donc tu accepterais qu'on puisse te traiter. Et c'est la logique des choses. C'est normal. Et c'est par ça que passent des dizaines et désormais des centaines de milliers de jeunes Israéliens. Si on part depuis 50 ans, c'est beaucoup de monde. C'est ça le plus. Sylvain Sipel, merci pour cet entretien. Je vous remercie. Et puis je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'intitule L'État d'Israël contre les Juifs aux éditions La Découverte. Et puis à très bientôt sur la Tribune des Pirates. Merci beaucoup.